Alors, comme vous le savez, les corticosurrénalomes sont des tumeurs qui sont assez rares et qui ont bénéficié actuellement d'un update avec la classification MS 2017, qui est la 4e édition. Et la définition des corticosurrénalomes, ce sont des tumeurs épithéliales qui se développent aux dépens de la corticosurrénale. Alors, on distingue ce qu'on appelle les tumeurs bénignes au niveau de la classification MS, ce sont les adénocorticosurrénaliens. Et vous avez les tumeurs malignes que vous appelez corticosurrénalomes, mais que nous, on appelle carcinome cortico-surrénalien. Alors, le rôle de l'anatomopathologiste, bien sûr, c'est un rôle qui est important, puisqu'il a un rôle dans le diagnostic, et il permet d'apporter le diagnostic de malignité, et également d'apporter des éléments pronostiques. Mais l'anatomopathologiste, actuellement, en 2018, il est confronté à son nouveau rôle, à savoir un rôle avec tout ce qui est nouveauté en biologie moléculaire. Alors, un petit rappel par rapport aux glandes surrénaliennes que vous connaissez et que mon ami, professeur Skrefler, a si brièvement fait par rapport au rappel anatomique. Donc, vous savez que les deux glandes surrénales sont les glandes qui sont situées au pôle apical des reins. Je vais passer rapidement. Pour passer à l'aspect macroscopique des surrénales, et la partie corticale de la glande surrénale, c'est la partie externe au niveau de la glande. C'est une partie qui est de couleur jaunâtre, comme vous voyez ici, qui fait entre 1 et 1,5 mm d'épaisseur. Alors, cette glande surrénale, sur le plan histologique, elle est faite par 3 zones. Vous avez la zone glomérulaire qui est sous la capsule, la zone fasciculée et la zone réticulée. Et chaque zone a une cellularité particulière qui va expliquer également la sécrétion hormonale particulière. Alors pourquoi c'est important ce rappel histologique? C'est parce qu'au niveau des tumeurs corticosurrénaliennes, on va avoir le développement des tumeurs à partir de l'une de ces cellules que chacune a une morphologie particulière. Vous avez au niveau de la zone glomérulée des cellules éosinophiles, regardez le cytoplasme qui est rose, un noyau arrondi. La zone fasciculée, où vous avez des spongiocytes, c'est des cellules qui ressemblent à des éponges, où vous avez des gouttelettes lipidiques. Pourquoi des gouttelettes lipidiques? Parce qu'on sécrète du cortisol. Vous avez la zone réticulée avec des cellules compactes, cellules aussi éosinophiles, grand cytoplasme, avec un noyau central qui est finement nucléolé. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, chaque zone, et ça vous le savez mieux que moi, sécrète des hormones particulières. Alors sur le plan anatomopathologique, qu'est-ce qu'on doit vous donner? Alors bien sûr, sur le plan épidémioclinique, ça aussi, vous le savez mieux que moi, vous avez les tumeurs surrénaliennes qui sont des tumeurs de très mauvais pronostic, puisque la survie à 5 ans est inférieure à 50%. Alors c'est une tumeur qui touche la femme après la 4e décade. Vous avez bien sûr le tableau clinique qui est dominé par le syndrome de Cushing, vous pouvez également avoir un syndrome tumoral, comme vous l'avez vu au niveau de la radiologie, vous avez de grandes masses. Et vous avez également d'autres hypersécrétions hormonales qui peuvent se voir. On peut avoir cette tumeur le plus souvent dans le cadre sporadique, mais elles peuvent s'intégrer dans le cadre d'un syndrome héréditaire, comme le syndrome de Lynch ou l'APC, ou le syndrome de Lee-Fromenin. Alors vous avez sur le plan anapathe. Alors on peut céder d'acitologie. Malheureusement, Mme Skrefler n'a pas eu le temps de parler d'acitologie et des biopsies percutanées, mais la cytologie peut être d'une aide dans les tumeurs cortico-surrénaliennes, puisqu'on a une très bonne concordance avec la radiologie. Alors la seule limite, on va dire, de cette cytologie, c'est qu'elle doit être faite dans un centre spécialisé et bien sûr après concertation avec une équipe multidisciplinaire. Alors c'est une technique qui a une très bonne sensibilité et spécificité. Elle est intéressante pour éliminer les métastases, mais également elle est intéressante pour éliminer les pathologies infectieuses, surtout la tuberculose qui sévit beaucoup sous nos cieux. Donc on peut également l'utiliser. Sur le plan macroscopique, le carcinome corticosurrénalien est une tumeur qui est de grande taille. Comme vous le voyez ici, c'est une tumeur qui est grisâtre avec des remaniements nécrotico-hémorragiques. Et souvent, dès le départ, on a des envahissements, des structures de voisinage, avec envahissement, comme vous voyez ici, de la veine, et envahissement des ganglions, comme on voit ici. Alors sur le plan microscopique, eh bien, on va avoir une architecture qui est variable. On peut avoir une architecture solide, trabéculaire, large, avec de larges amas, avec des cellules qui essaient de reproduire la cellularité qu'on a vue en histologie normale. Donc vous avez des cellules éosinophiles, vous avez ici l'invasion, qui est également un signe important au niveau des corticosurrénalomes malins ou des carcinomes corticosurrénaliens. L'invasion, elle peut atteindre soit les veines, soit vous avez l'invasion de la capsule. Vous avez les atypiques, comme vous voyez ici, vous avez une grosse cellule avec des noyaux qui sont irréguliers, atypiques, et vous avez bien sûr des variantes qui ont été décrites au niveau de la classification MS 2017, à savoir la variante oncocytique, myxoïde, sarcomatoïde par ordre de fréquence. Alors sur le plan également microscopique, l'OMS 2017 a apporté également un grading qui peut être fait sur le compte mitotique, c'est-à-dire qu'on va prendre les lames, on va compter le nombre de mitoses que vous voyez ici, qui sont désignées par des flèches, et le cutoff est de 20 mitoses par 50 champs. Alors on va prendre 50 champs pour grossissement, on va compter. Si on a moins de 50 champs, ça va être un carcinome corticosurrénalien de bas grade. Si c'est plus de 20 mitoses, ça va être un corticosurrénalome de haut grade.
Alors, vous avez sur le plan immunohistochimique des moyens qui peuvent nous aider pour diagnostiquer surtout l'origine primitive cortico-surrénalienne. Il y a plusieurs marqueurs qui peuvent être utilisés, à savoir la mélan A, l'inhibi, la calrétinine, la synaptovisine, qui vont prouver l'origine cortico-surrénalienne quand on a un doute par rapport à la métastase. On peut également s'aider d'anticorps par rapport aux origines qu'on suspecte, par rapport peut-être à un conséquent pulmonaire, un hemoglobine qu'on suspecte une origine primitive mammaire. Vous avez également un anticorps qui s'appelle le CF1 pour stéroïdogénique factor 1, qui identifie également l'origine cortico-surrénalienne et qui est également corrélé à une mauvaise évolution clinique quand il est exprimé dans ces carcinomes. Alors, quand on fait le diagnostic de ces carcinomes, des fois, et souvent, on a un problème, on est confronté au premier diagnostic de malignité devant ces tumeurs. Et ce diagnostic de malignité, quand on est anapathe, on peut s'aider de plusieurs moyens. Vous avez les moyens histologiques, alors à savoir le critère de West que vous connaissez. Vous avez 9 critères qui sont tous des critères histologiques, pardon, excusez-moi, je me trompe de pointeur, que vous avez ici. Vous avez le West modifié. Alors, avant, le cutoff était de 3. Ce n'est plus le cas. L'OMS 2017 a porté une nouveauté en ce qui concerne le cutoff du score de West, puisque maintenant, vous avez, quand on a moins de 2 critères au niveau du score de West, c'est un adénome, ou bien c'est un adénome cortico-surrénalien. Quand on a plus de 6 critères, c'est un carcinome cortico-surrénalien. Et apparition d'une nouvelle catégorie, c'est quand on a entre 3 et 6, ce sont des tumeurs avec suspicion de malignité. Et donc là, on voit apparaître une nouvelle catégorie qui nous pose encore des problèmes par rapport à la prise en charge de ces tumeurs, déjà qui sont difficiles. Alors, le score de West, c'est un score qui est imparfait et qui a ses limites, et qui a été, cette phrase a été citée au niveau de l'OMS 2017. C'est un score qui doit être utilisé en pratique pour essayer d'identifier une tumeur maligne et de les scorer, mais qui a présenté des limites concernant la reproductibilité de certains de ces critères, à savoir l'architecture, le grade nucléaire, l'invasion veineuse, et puis l'existence de cette grey zone. Vous avez des tumeurs qui peuvent être classées, qui sont inférieures, qui ont un score inférieur à 2, mais qui ont une évolution qui est imprévisible, qui peut présenter des récidives locales et des métastases, comme c'est le cas des tumeurs endocrines, où l'évolution des fois est imprévisible. Et vous avez également la zone intermédiaire, qui est également une zone où on ne sait pas très bien comment les aborder. Alors, vous avez plusieurs scores qui peuvent également être proposés, à part le score d'OS. Alors, vous avez, j'ai trouvé ça, c'est un papier que je trouvais qui était intéressant, qui date de 2018, qui parle d'un score qui s'appelle le score de Helsinki, et sur une étude qui a été faite sur 225 carcinomes adéno-surrénaliens. Moi, je trouve que c'est un score qui est assez intéressant, que peut-être, si vous êtes intéressé, vous pouvez demander à l'anapathe de vous le faire. Il repose sur le compte mitotique, sur la nécrose et sur le KI67, qui est un élément important, on va le voir tout de suite. Et ce score de Helsinki, c'est un score qui a montré son rôle pronostic avec l'identification de 2 groupes distincts avec un cutoff de 13. Alors, pour tout ce qui est tumeur adrénocorticale pédiatrique, il y a également le score de la FIC qui peut être également utilisé, mais je vais passer rapidement, ce n'est pas le sujet. Alors, pour les tumeurs oncocytaires, il y a également le scoring qui est utilisé pour classer ces tumeurs, parce qu'on ne peut pas utiliser le score de OS sur ces tumeurs. Pourquoi? Parce que d'emblée, on a une architecture diffuse, on a plus de 25% de cellules claires, et on a des atypies nucléaires qui sont manifestes dans ces tumeurs. Donc, si on utilise le score de OS, ça va être d'emblée des 3, et c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on a un scoring qui est particulier pour ces tumeurs. Alors sur le plan, bien sûr, maintenant histochimique, on a des techniques, comme je vous ai dit, qui nous aident également à identifier les tumeurs malignes ou carcinomes cortico-surrénaliens, ce qu'on appelle la coloration de la réticuline. C'est une coloration spéciale qui permet de montrer la trame conjonctive de base au niveau qui supporte les cellules cortico-surrénaliennes. Alors c'est une technique qui est peu coûteuse, mais qui nécessite un technicien qui est expérimenté et qui permet de montrer. Alors ça c'est un papier qui a été publié. Alors regardez ici, vous avez une glande surrénale normale où vous avez tout ce qui est noir, c'est la trame réticulinique qui est normale. Vous voyez bien que ça entoure les cellules. Et quand vous avez un carcinome, regardez votre trame réticulinique, elle est éclatée. C'est comme une bombe. Et ça, c'est un critère de malignité et c'est un critère qui est important qu'on utilise en pratique également. Les noyaux des cellules qui sont en mitose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va compter, c'est pour ça que je vous ai mis le petit schéma ici, on va prendre 100 cellules, 100 noyaux et on va compter le pourcentage de cellules marquées, ça veut dire de cellules marron. Et on va donner le pourcentage. Quand c'est moins de 5%, c'est un adénome. Quand c'est plus de 5%, c'est un carcinome cortico-surrénalien. Alors, au niveau de la classification OMS, on a proposé
un grading par groupe qui est un élément pronostic, et on a identifié 3 groupes. Vous avez le groupe 1 où vous avez le KI qui est inférieur à 10%, le groupe 2 où vous avez un KI entre 10 et 19%, et le groupe 3 où vous avez un KI supérieur à 20%. Donc vous devez demander maintenant à votre ANAPAD de vous faire un KI et de vous donner la valeur absolue du KI. Alors le KI, c'est également un facteur pronostic indépendant dans cette carcinome cortico-surrénalien. Le problème, ce qui se pose, c'est quel clone utiliser, parce que l'OMS 2017 ne donne pas quel type de clone, parce qu'il y a plusieurs clones qu'on peut mettre pour étudier le KI67. Où est-ce qu'on va compter? Est-ce qu'on va compter dans la zone où il y a le maximum de mitose? On va faire une moyenne générale de toute la tumeur. Et il y a aussi le problème de reproductibilité. Donc il y a aussi, c'est pour ça que je vous ai dit que ce KI67 peut-être ne pourra pas remplacer le compte mitotique. Alors actuellement, il y a des techniques de microscopie digitale qui permettent de compter le KI67 par technique électronique. Peut-être ça pourra résoudre ce problème. Vous avez d'autres marqueurs immunohistochimiques comme la P53 et l'IGF-2, c'est l'insulin growth factor 2, qui sont exprimés dans les carcinomes. La sécline E, qui est également exprimée dans les carcinomes cortico-surrénaliens et qui est corrélée à un mauvais pronostic. Et la bêta-caténine, dans l'accumulation dans le cytoplasme, est un signe en faveur de la malignité également. Alors, on a également des éléments de biologie moléculaire qui ont été intégrés dans cette classification OMS 2017 dans ces carcinomes cortico-surrénaliens. Alors je vais commencer par un petit rappel de la carcinogénèse. Alors comme vous savez, les tumeurs malignes, généralement toutes les tumeurs, c'est un événement génétique qui est dû à une succession d'anomalies chromosomiques et d'anomalies de différents gènes. Vous avez différents gènes qui sont impliqués dans la carcinogénèse des carcinomes cortico-surrénaliens. Vous avez la P53 qui est un gène suppresseur de tumeurs qui atteint dans les tumeurs sporadiques, mais bien sûr également dans le syndrome de Lee-Frommani. Vous avez le gène NEM1 qui est atteint dans les tumeurs sporadiques, mais pas seulement, mais aussi bien sûr dans les tumeurs dans le cadre du syndrome du NEM1. Vous avez la P21, la P16 qui sont des protéines qui interviennent dans le cycle cellulaire qui sont également atteintes. Vous avez le RET, le RAS, l'IGF-2 qui est un facteur de croissance avec le GFR qui sont également surexprimés dans ces tumeurs. Et vous avez également des signaux de transduction, des voies de signalisation moléculaire qui sont également atteintes, avec le PRKRA1 qui atteint aussi bien dans les adénomes que dans les corticosurrénalomes malins, mais c'est également des voies qu'on trouve, des mutations, des anomalies qu'on trouve dans les corticosurrénalomes malins. Alors, je vous parle de 2 voies de signalisation qui sont également activées, qui sont atteintes dans les corticosurrénalomes malins ou les carcinomes corticosurrénaliens. C'est la voie où vous avez l'IGF-2, dont on a parlé en immunohistochimie, c'est l'insulin growth factor 2. C'est un récepteur tyrosine kinase qui est relié à 2 voies de signalisation. Vous avez la voie RAS-MAP kinase et la voie PI3K-AKT-mTOR, qui sont des voies qui font entraîner, quand elles sont activées, elles vont entraîner une prolifération, ça veut dire une mitose, une multiplication cellulaire. Vous avez également la voie qui fait intervenir la bêta-caténine, c'est la voie WNT bêta-caténine, avec ici la protéine APC qui est atteinte quand vous avez une polypose familiale. Alors ces 2 voies, comme vous le voyez ici, elles sont activées bien sûr dans le carcinome cortico-surrénalien, elles peuvent être des cibles thérapeutiques potentielles. Regardez ici, vous avez des molécules qui vont bloquer ces voies de signalisation. Alors si on bloque ces voies de signalisation, si on bloque le récepteur qui va déclencher cette cascade, eh bien on va arrêter la prolifération cellulaire. D'où l'importance de connaître cette carcinogénèse pour peut-être trouver de nouvelles thérapeutiques. D'ailleurs, je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, cette étude moléculaire qui est intégrée au niveau de la classification OMS 2017 a permis de classer ces tumeurs selon une classification moléculaire. Alors, je m'excuse de la qualité de la photo, je l'ai prise du bouquin de l'OMS. Alors, vous avez ici une classification moléculaire qui se base sur la surexpression de l'IGF-2, sur le compte mitotique, sur les altérations de la P53 et l'activation de la WNT bêta-caténine dont on vient de parler, et bien sûr avec l'accumulation des mutations génétiques, soit avec perte d'hétérozygosie, soit avec une hyperméthylation. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors grâce à ces anomalies qu'on a déjà vues, des anomalies moléculaires avec le compte mitotique, on peut diviser les tumeurs cortico-surrénaliennes en 2 grandes familles. Les adénomes, où vous avez regardé ce qui est en jaune, ça veut dire qu'on n'a pas d'atypie, on n'a pas d'anomalie, on n'a pas de mutation. Ce qui est en bleu, ça veut dire qu'on a des mutations qui sont importantes. En vert, c'est des mutations qui sont modérées. Et au niveau du deuxième groupe, c'est le groupe des carcinomes cortico-surrénaliens, vous voyez bien que ces anomalies, elles sont importantes. Les anomalies, la surexpression des facteurs de croissance et les anomalies au niveau des gènes qu'on a déjà vus, avec 2 groupes au niveau des cortico-surrénalomes malins. Vous avez le groupe de bon pronostic
et le groupe de mauvais pronostic. Dans le groupe de bons pronostics, vous imaginez bien que ces anomalies, que ces mutations, elles sont exprimées de façon modérée. Alors que dans le groupe où vous avez le mauvais pronostic, vous avez ces anomalies génétiques qui sont exprimées de façon importante. Je pense que maintenant, on devrait penser à utiliser ces techniques de biologie moléculaire dans certaines tumeurs qui nous posent des problèmes par rapport à leur diagnostic, mais bien sûr pas toutes les tumeurs, parce que c'est des techniques qui coûtent quand même cher. Alors, je vais quand même vous toucher un mot par rapport à ce qu'on appelle les biopsies liquides. Pourquoi? Parce que c'est une technique qui est actuellement en plein essor dans tout ce qui est tumeur solide, à savoir le cancer du poumon, le cancer du sein, le mélanome. Et c'est quoi une biopsie liquide? C'est rechercher les cellules tumorales et l'ADN circulant au niveau du sang. C'est une prise sanguine. Et avec les techniques de PCR ultrasensibles, on peut détecter les cellules tumorales circulantes et étudier les anomalies génétiques au niveau de la cellule tumorale circulante. Alors, il y a eu plusieurs études qui ont été faites par rapport aux tumeurs, aux carcinomes cortico-surrénaliens. Ça, c'est un papier de 2018 qui a été publié par rapport aux biopsies liquides dans les carcinomes cortico-surrénaliens. Malheureusement, l'étude, elle a été sur 11 patients, donc elle n'est pas vraiment représentative. Mais ce qui est intéressant de cette étude, c'est que au niveau des patients qui ont eu des métastases, l'ADN circulant a été détecté et il a été corrélé avec l'évolution. Ça, c'est vraiment un bon point. Donc, c'est une technique qui peut être prometteuse, mais on a besoin d'études de plus grande série pour pouvoir, bien sûr, confirmer cette étude. Alors, un petit mot par rapport au traitement. Donc, comme on a vu par rapport à tout ce qui est biologie moléculaire, l'identification de ces anomalies moléculaires et de ces voies de signalisation qui sont activées a permis, bien sûr, d'essayer de faire des essais cliniques. Alors, vous avez tout ce que vous voyez ici, ce sont des molécules qui sont en essai actuellement par rapport au carcinome cortico-surrénalien. Alors, vous avez l'essai ici qui utilise le licitidib, qui est un inhibiteur de l'IGF. Alors malheureusement, c'est un essai qui a été arrêté parce qu'il n'a pas montré de bénéfice. Mais actuellement, ce qui ressort dans les papiers, c'est que l'association des inhibiteurs de la voie WNT avec les inhibiteurs de l'IGF donne de bons résultats ou peuvent être proposés quand vous avez un patient qui est métastatique ou qui présente des récidives. Alors, un petit mot sur l'immunothérapie. L'immunothérapie qui est également un traitement qui est en plein essor et qui a donné également d'excellents résultats. Ça a été l'événement de Science en 2013. Alors, c'est quoi l'immunothérapie? C'est réactiver l'immunité du patient vis-à-vis de la cellule tumorale. Alors, quand on a une prolifération tumorale, les cellules lymphocytaires vont répondre par une réaction immunitaire qui va détruire la prolifération tumorale. Alors, vous avez dans la réponse immunitaire normale les cellules dendritiques qui vont exprimer ce qu'on appelle le PD-L1, qui va se lier au PD-1 pour juguler cette réponse immunitaire. Dans les proliférations tumorales, vous avez les cellules tumorales qui peuvent exprimer le PD-L1. Et quand le PD-L1 va se lier avec le PD-1 au niveau des lymphocytes, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir une anergie. Le système lymphocytaire ne va plus attaquer les lymphocytes. Et l'immunothérapie, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va réactiver cette réponse immunitaire en bloquant ces PD-1, comme vous voyez ici, ou PD-L1, pardon, ici, ou le PD-1. Vous avez plusieurs molécules qui sont commercialisées. Il y a des essais qui ont été faits dans les carcinomes cortico-surrénaliens, alors qu'ils n'ont pas montré beaucoup d'efficacité actuellement. Alors, on a un anticorps anti-PD-L1 qui peut prédire la réponse à cette immunothérapie, qui a été utilisé dans ce papier. Alors, malheureusement, l'expression de PD-L1 n'a pas été très importante au niveau des carcinomes cortico-surrénaliens, mais par contre, au niveau des lymphocytes, on a une expression qui était intéressante. Et cette expression a été corrélée à une prédiction du pronostic chez ces patients. Alors, les facteurs pronostiques dans le carcinome cortico-surrénalien, je pense que vous les connaissez, c'est un petit résumé. C'est ce qu'on appelle les paramètres GRAS, G pour grade du carcinome cortico-surrénalien, R pour état de la résection, A pour âge, supérieur à 50 ans, S pour symptômes relatifs à la tumeur ou à la sécrétion. Vous avez également la rupture capsulaire qui est un important facteur pronostic. Vous avez également le KI67, comme on vient de voir, qui est bien sûr dans la classification OMS 2017. Vous avez également la cycline E, qui est un facteur pronostic important. Bien sûr, vous avez la classification TNM avec la classification LSAT, où vous avez 4 groupes, ça aussi vous le connaissez. Et bien sûr, au total, eh bien, quand on intègre tous ces éléments, à savoir l'anapate, la sécrétion, la génomique et les voies de signalisation, eh bien, comme je vous ai dit, on va classer les proliférations cortico-surrénaliennes en, ici vous avez l'hyperplasie, en adénome et en carcinome cortico-surrénalien. Dans le carcinome cortico-surrénalien, en fonction de tout ce qu'on a vu, on a les carcinomes de bas grade, les carcinomes de haut grade. Et dans les carcinomes de haut grade, on a les carcinomes avec un grade de malignité intermédiaire et avec un haut grade.
Et tout ceci est défini par l'index mitotique, le KI67, et bien sûr les anomalies génétiques qui vont s'accumuler dans les carcinomes cortico-surrénaliens de haut grade, avec bien sûr un pronostic qui est mauvais. Et également, dans ces cortico-surrénalomes, on a des voies de signalisation qui sont altérées, qui sont activées. Et on voit très bien que dans la genèse de cette tumeur, la carcinogénèse, elle est vraiment distincte du carcinome versus adénome cortico-surrénal. Donc en conclusion, les cortico-surrénalomes sont des tumeurs rares qui posent toujours un problème de diagnostic, surtout pour nous les allopathes, par rapport à la malignité. Il y a plusieurs moyens qui peuvent nous aider pour diagnostiquer cette malignité, à savoir les éléments classiques, histologiques, immunohistochimiques, mais également de biologie moléculaire qui sont en plein essor actuellement. Bien sûr, vous avez la biologie moléculaire qui ouvre des nouvelles perspectives thérapeutiques avec peut-être une médecine personnalisée. Et bien sûr, il ne faut pas oublier qu'on ne travaille pas tout seul, qu'on est une équipe et qu'on est intégré dans le cadre de l'RCP. Et je vous remercie. Alors là, c'est une photo de mon service. Alors, de mon ancien service à Oujda, parce que ça, c'est l'équipe jeune. Qui va prendre la relève à Oujda parce que j'ai quitté la faculté de médecine Oujda pour m'intégrer dans une nouvelle structure qui est la faculté de médecine d'Agadir pour un nouveau challenge avec le professeur Sharif. Merci beaucoup.